Alors, pendant que vous me posiez votre question, j'ai essayé, d'imaginer mon portefeuille physiquement et je pense que ce serait un formidable tabouret parce qu'il n'a pas 2 piliers, mais 3 en réalité. 3 piliers terriblement humains. C'est le l'intersection entre ces 3 pieds, c'est-à-dire l'égalité, la gestion de crise, la préparation à ces crises et l'aide humanitaire et en commun, ils ont l'humain, l'être humain. C'est extrêmement concret, c'est l'incarnation pour moi des valeurs européennes, en action, transformées en action. Dans le terme de l'égalité, c'est les valeurs mêmes de l'Union européenne, faire en sorte que notre union, soit celle où, chaque individu a les mêmes chances, de se développer, d'être considéré, d'être écouté, entendu, de s'épanouir. Heu En temps de crise, nous le savons, ce sont les premières victimes, ce sont souvent les plus fragiles, les plus démunis, mais ce sont aussi nos parents, nos grands-parents, les enfants, les personnes porteuses de handicap, celles qui peuvent, plus lentement réagir ou moins vite réagir, à des situations, d'urgence. Et en cas d'aide humanitaire, évidemment, qui sont provoqués par des changements climatiques, par des guerres, par des attaques terroristes, par des événements, soudains, ce sont souvent aussi les femmes, les enfants, les personnes âgées, qui sont les 1res, touchées. Et donc pour moi, c'est ça mon portefeuille. C'est comment construire cette Union européenne qui est à la fois, à l'écoute, qui protège et qui rend solidaire et qui a un véritable projet de société, dans ce qu'il a de plus beau. La sécurité est au cœur aujourd'hui, de nos préoccupations, elle est au cœur de la stratégie européenne, précisément pour répondre à ce besoin, que nos citoyens ressentent. Nous avons une guerre sur le continent européen depuis, 2022. Nous avons, des événements climatiques qui se multiplient, que ce soit des inondations, des feux de forêt ou encore, tout récemment, au moment où nous parlons, l'Espagne, le sud, de l'Europe se remet à peine, d'une, rupture, énergétique, et une rupture d'électricité, où évidemment les gens ont dû faire face, les magasins, les distributeurs, Bancontact et cetera. Tout à coup, tout se coupe et donc comment réagir? L'Union européenne a pensé à cela et se prépare à ça et aide surtout à construire la résilience de chaque individu. Et donc c'est au cœur de ma mission, de la lettre d'ailleurs que j'ai reçue de la présidente, quand, j'ai été, choisie, c'est de préparer cette stratégie qui doit permettre à tout un chacun de savoir comment réagir, comment résister en étant, loin de tout comportement, comment dirais-je? Que nous avons vu pendant, par exemple, la pandémie de Covid-19 où c'était irrationnel, où les gens se ruaient dans les magasins sans penser aussi aux plus fragiles et nous avons vu, encore une fois, que les personnes, qui étaient malheureusement touchées en 1er lieu, c'était les personnes âgées dans les homes et donc une stratégie qui permette à chacun de se sentir en sécurité, ce qui est pour moi le pendant de la liberté et de l'égalité. Et donc si on reprend cette image des 3 piliers, il n'y a pas de liberté sans égalité et sans sécurité. Et donc j'ai présenté tout récemment, vous le savez sans doute, une stratégie, préparatoire, l'état de préparation, qui est très concrète, qui est constituée de 30 actions qui doivent permettre du niveau le plus, simple, le plus simple citoyen, jusqu'au niveau européen, comment réagir ensemble, de façon coordonnée dans un véritable projet de société, une fois encore, où chacun, à la fois, a la responsabilité et en même temps l'empathie, l'attention, pour les plus fragiles, de façon à ce que personne ne soit laissé, derrière et en même temps, que nous soyons, capables, tous ensemble, de progresser, de faire face à ces bouleversements, qui sont quotidiens. Lorsqu'une crise arrive, qu'elle soit le le produit, d'un changement climatique, d'un bouleversement, extrême au niveau climatique, une inondation, une rupture énergétique, un câble coupé, une guerre. En fait, ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on doit faire face à l'inconnu. La plupart du temps, quand une crise survient, elle est inattendue et donc
Elle doit nous aider, cette stratégie, à faire face à cet inattendu de façon coordonnée, avec le calme requis, avec la responsabilité requise et l'attention portée à autrui. Et donc, pour préserver en fait à la fois notre société dans son ensemble, dans toute sa diversité, avec les enfants, avec les personnes âgées, les personnes handicapées, et en même temps, être résilient parce que nous le savons, ces crises sont multiples aujourd'hui. Nous avons de plus en plus de catastrophes naturelles. Encore tout récemment, nous avons été, sollicités, notre mécanisme de solidarité européenne, donc l'UCPM, le mécanisme de protection civile européenne est un formidable outil, concret, qui peut être activé par n'importe quel État membre et beaucoup plus largement puisque notre action ne se limite pas en fait à l'Europe. Peu de gens le savent, mais on est, capable d'agir au Mozambique, comme nous l'avons fait d'ailleurs tout récemment suite aux catastrophes, naturelles, suite aux cyclones, comme en Irlande suite aux cyclones aussi, ou encore en Macédoine du Nord lorsqu'il y a eu, ce dramatique incendie dans une boîte de nuit où on a été capable, grâce à ce système de solidarité européenne, d'évacuer une quarantaine de jeunes, brûlés, gravement, pour leur sauver la vie. Donc il s'agit finalement, comme je l'ai dit au début, des valeurs de solidarité qui sont écrites dans nos traités et qui sont là, mises en action grâce à nos systèmes mis en place, que ce soit le centre, donc ERCC qui dépend de notre mécanisme de protection civile ou, des satellites Galileo ou Copernicus, que nous avons mis en place. Copernicus qui permet en fait non seulement de voir venir, les bouleversements climatiques qui pourraient entraîner des catastrophes naturelles dans certains États membres ou, de fournir des photos, en temps réel aussi, après la catastrophe, pour mesurer l'étendue de cette catastrophe. Et d'ici la fin de l'année, nous aurons aussi, le satellite Copernicus en complément du satellite Galileo, qui permettra en fait aux États membres de recevoir et d'envoyer un message directement, grâce au satellite Galileo, vers leurs citoyens. Donc c'est ça, quand on dit prendre tout le monde en considération, ne laisser personne derrière, communiquer directement avec nos citoyens, ce sont des outils concrets, là, en l'occurrence des satellites, qui sont mis en place grâce à cette Europe de la solidarité. Dans les 30 actions que nous avons, décidé de prendre dans la stratégie de l'état de préparation, heu, nous touchons tous les domaines de responsabilité et le premier responsable, c'est soi, c'est soi-même et donc nous avons par exemple, je vais prendre quelque chose qu'on peut faire très facilement, concrètement chacun, c'est 72 heures de résilience. Que nous faut-il, pour tenir le coup 72 heures en cas, par exemple, de rupture, d'approvisionnement énergétique? De l'eau, une lampe torche, une radio, du cash et cetera. Donc j'ai fait, ça a fait partie d'une stratégie en 30 points, mais là, on est dans le niveau individuel et évidemment, tenir compte de ses propres, comment dire? Aspects personnels, si on prend des lunettes, si on a des médicaments à prendre, ne pas attendre qu'on est à bout quasi, de notre, tablette pour aller en acheter une autre, mais veiller à ce qu'on ait à chaque fois 3 jours. Veiller aussi des contacts avec le voisinage, veiller sur sa grand-mère, sur sa petite fille qui est peut-être porteuse d'un handicap, sur sa maman qui ne peut pas se déplacer, sur son papa, que sais-je, sur le voisin qui est un peu plus fragile. Et donc, c'est tout ça en fait. C'est la résilience à tous les niveaux. Et évidemment, au niveau des autorités locales, régionales, fédérales, si on est dans un État régional, fédéral, et puis européen, avec notre centre de gestion des crises qui rassemble en fait, qui est un point focal unique, qui est capable de recevoir les demandes d'États membres en situation de catastrophe et de demander quels sont les autres États qui peuvent aider cet État membre, par exemple, si on a besoin de pompiers, si on a besoin de canadair, si on a besoin de pompes à eau, si on a besoin, d'unités, d'énergie ou simplement, de vaccins, comme ça a été le cas, lors de la pandémie de Covid-19. Nous avons aujourd'hui des capacités stockées, par exemple, aux 4 coins de l'Europe,
Vous savez ça, je peux le dire à nos citoyens, nous avons des capacités de stockage propres à l'Union européenne et quand tous nos États membres sont submergés, si aucun ne peut répondre à la demande lancée par exemple par l'Espagne en cas d'incendie, majeur, nous avons nous-mêmes des Canadair qui sont postés dans des points clés au niveau de l'Union européenne que nous pouvons activer pour aider à éteindre des incendies comme, des pompes à eau, par exemple, en cas d'inondation ou encore, des capacités énergétiques, en cas de rupture énergétique. Tout ça, nous avons aussi, des vaccins, nous avons aussi des kits pour tester, nous monitorons l'eau, nous avons créé, l'agence, ERA donc qui veille, aussi à la santé de nos citoyens, qui demande aux États membres: «Tiens, avez-vous telle, mesure contre-médicale, on appelle ça, c'est un terme très, pompeux peut-être à comprendre, mais ce sont simplement tout ce qui permet à un État, peu importe lequel, parmi l'Union européenne et au-delà puisque nous avons aussi 10 États membres participants à faire face à un début d'épidémie, pour qu'elle ne devienne pas une pandémie. Et je peux vous dire, pour être en responsable, cette partie-là de la commission, nous sommes actifs, nous recevons des demandes, ça fonctionne 27 jours, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, toute l'année. Elles sont, non seulement des valeurs qui peuvent rendre l'union plus forte, mais ce sont, c'est la colonne vertébrale de l'Union européenne, les valeurs d'égalité et de liberté. Et je suis extrêmement attachée en tant que libérale aux valeurs de liberté, à ma liberté, mais aussi à celle des autres. Et pour moi, il ne peut pas y avoir de liberté sans égalité. Il ne peut pas y avoir de vraie liberté si nous n'avons pas tous les mêmes droits fondamentaux, les mêmes chances de réussir dans la vie, le même accès aux soins médicaux, à l'éducation, au job aussi, au travail, à la carrière et cetera. Et donc, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, sans doute à cause de mon parcours personnel. J'ai la liberté, le libéralisme chevillé au corps, parce que pour moi, il s'accompagne aussi d'une responsabilité. D'abord la sienne et tout individu qui prend à un moment donné sa liberté, qui quitte par exemple le nid de ses parents, ressent, cette lourdeur aussi tout à coup sur ses épaules qu'est la responsabilité. Prendre sa liberté, c'est prendre aussi sa responsabilité et en tant que femme politique, je porte aussi cette responsabilité collective de permettre à chacun d'être libre, libre pleinement de ses choix et d'avoir accès aussi à toute une variété de choix. Parce que si on est libre, mais qu'on n'a pas le choix, on n'est pas libre en réalité. Et donc, travailler à l'égalité, travailler à l'état de droit, c'est pour moi, une valeur vraiment fondamentale du libéralisme, de l'Union européenne aussi. Je travaille main dans la main avec le commissaire à l'état de droit et à la justice et chaque jour, je veux transformer, ce qui est inscrit dans nos traités en réalité quotidienne pour nos citoyens, pour les femmes, pour les hommes, pour les communautés LGBTIQ+, pour les populations qui sont les plus discriminées en Europe, c'est-à-dire, les populations roms, pour les personnes porteuses de handicap. Malheureusement, pour toutes ces catégories de personnes, l'égalité est encore loin de leur quotidien et donc ça sera mon travail aussi pendant les 5 années à venir, travailler à mettre en place toutes les directives qui ont été votées, durant le mandat précédent et qui doivent se transformer en réalité. Quand on parle d'égalité de traitement, quand on parle d'accessibilité aux postes, les plus élevés, dans les hautes technologies ou quand on parle aussi de lutte contre le cyberharcèlement qui doit permettre aux femmes, d'oser être plus exposées en politique parce que c'est ça, il ne faut pas oublier que la violence, le cyberharcèlement par exemple, hem est, c'est ce qui réfrène aussi, chez beaucoup de femmes, l'envie d'être exposées publiquement. Et nous savons que les femmes sont les premières victimes, de tout ce qui est, oui, cyberharcèlement, et violence online. Donc tout cela, ça fait partie de ce formidable portefeuille dont j'ai la responsabilité et sécurité, c'est-à-dire liberté et c'est-à-dire égalité. Sans ces 3 piliers-là, il ne peut pas y avoir d'égalité. Les moments, les plus, durs, sont aussi les plus touchants.
c'est ceux qui vous marquent à vie et qui vous transforment. Et c'est certainement pour moi les visites de camps de réfugiés. J'ai, très vite après ma prise de fonction, été, visiter des camps, où nous sommes actifs, où nous soutenons en fait, puisque j'ai l'aide humanitaire, aussi, c'est le troisième pilier, dans mon portefeuille. Se rendre dans un camp où il y a des centaines de milliers de réfugiés, des enfants qui sont nés donc dans ces vases clos, hem, privés de perspectives, d'avenir dans un premier temps, mais souvent le temps s'étend, au-delà, de l'année, de 2 ans, 3 ans, 4 ans. J'ai visité le camp, de Zaat al-Hikam qui se situe en Jordanie où, on voit des enfants qui n'ont jamais connu leur pays et il n'y a pas d'activité dans ces camps. Il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de bibliothèque. Il y a des ONG qu'on finance et qui donnent de la nourriture, mais pas de la nourriture spirituelle, pas de quoi, ouvrir, les esprits, préparer aussi à l'avenir tous ces enfants et donc on se pose très vite la question: «Mais que vont-ils devenir?» Et puis cette question, en fait, ils se la posent eux-mêmes et ils vous la posent en vous regardant dans les yeux, en vous disant: «C'est bien, on mange, on ne meurt plus, on n'est plus tués. Je sais qu'une partie de ma famille a été tuée», par exemple, et ils vous la racontent parfois droit dans les yeux et ça fait froid dans le dos. Mais de l'autre côté, quel est leur avenir? Et le deuxième choc, c'était au Bangladesh. Là, j'étais, à Cox's Bazar, où il y a 1 million de réfugiés qui vivent, à Cox's Bazar, réfugiés du Myanmar et où j'ai vu arriver une famille composée, en fait, d'un petit garçon, mais qui avait déjà 16 ans et sans doute le manque de tout fait qu'ils sont tout petits. La grand-mère et un petit garçon, et une petite fille. Ils avaient fui ensemble, sans parents, disparus et le garçon, qui était un peu le porte-parole de la famille et qui avait l'air d'avoir une dizaine d'années à peine, portait vraiment la peur dans ses yeux et je vous assure que c'est quelque chose qui vous marque. Vous le voyez, je n'ai jamais vu un enfant avoir aussi peur et vous c'est physique, en fait et on était là alors qu'on savait qu'à cause des décisions prises par, la nouvelle administration américaine, les les rations alimentaires allaient être réduites de moitié. Et donc, c'est très dur parce que vous êtes là, vous voyez que la famine guette déjà ces personnes, qu'ils sont en situation d'insécurité, qu'ils ont fui, que d'autres arrivent, qu'on arrive à peine à nourrir, mais d'autres arrivent encore fuyant des combats extrêmement violents et vous savez qu'il n'y aura pas assez pour eux. Donc ça, c'est très, très dur. Et troisième choc, c'était tout récemment au Tchad, à Adré, où vous voyez l'afflux quotidien de réfugiés. J'ai publié une vidéo, où j'étais vraiment vous voyez les réfugiés arriver derrière moi et là, c'était des jeunes filles, j'oublierai jamais le regard, des jumelles qui, souvent je fais une aparté en fait avec les femmes, parce que la violence sexuelle est souvent utilisée comme arme de guerre partout, malheureusement et c'est le cas au Soudan, dans le Darfour et après m'avoir raconté, des choses insoutenables, la violence, les violences sexuelles qu'elles ont vues, les viols devant leurs yeux, des parties de leur famille disséminées, leurs stratégies aussi, qu'elles vous racontent. On part en morceaux de famille, en fait, pour éviter que nous soyons tous victimes en même temps et sauver quelques-uns d'entre nous et puis elles m'ont dit: «Mais tout cela, nous l'avons dit, nous l'avons raconté, nous avons exorcisé notre souffrance et maintenant on veut un avenir. On veut recommencer des études, on veut avoir un métier, on veut sortir d'ici» et c'est un exemple de résilience et ça vous donne aussi la force, de retour, de vous battre pour qu'ils aient un avenir. Parce qu'il y a une autre chose que j'ai envie de souligner, c'est que si ces gens n'ont pas d'avenir, si ces réfugiés, si ces enfants ne voient pas leur avenir et s'ils ont faim et qu'ils n'ont plus de moyens de subsistance, ils vont bouger. Ils vont créer de l'instabilité. Ils vont aller dans d'autres pays, du Tchad, se déplacer peut-être, en Libye et monter, encore plus haut et à un moment donné traverser la Méditerranée. Alors j'ai souvent répété que l'aide humanitaire n'est pas un outil de gestion de la migration, mais il est clair que si les gens n'ont plus de quoi subsister, ils vont se déplacer, créer de l'instabilité d'abord au niveau de la région. C'est parfois en Afrique, c'est parfois dans le Moyen-Orient, mais c'est parfois en Asie aussi, se déplacer et créer de l'instabilité, de la violence
et puis après de la migration, bien sûr. Et à un moment ou à un autre, ça nous impactera, en Europe et aux États-Unis. Bah, d'abord, on est touché, d'abord on essaie de retenir son émotion, parce que c'est pas le lieu et qu'on est juste là à écouter et donc c'est eux qui souffrent. Il faut pas inverser les rôles et il faut prendre tes responsabilités. Et mon premier souci, c'est de trouver les moyens d'aider ces personnes de façon plus efficace. Parce qu'on fait face clairement à des réductions drastiques de l'aide humanitaire. Nous avons aujourd'hui ce terrible privilège de devenir les leaders de l'aide humanitaire suite au retrait des États-Unis. Heu, c'est une occasion de montrer que l'Union européenne est là, solidaire, partenaire, heu fiable, loyale, engagée dans les valeurs de solidarité, d'égalité, fondées sur des principes, heu, de qui sont les principes humanitaires, c'est-à-dire d'impartialité, d'indépendance et d'humanisme et que nous allons rester là, mais nous ne pourrons pas compenser le vide laissé, par, les États-Unis. Nous travaillons, je travaille beaucoup à des réunions quand je suis sur le terrain avec nos partenaires, les ONG, pour voir comment on peut travailler de façon plus efficace à la localisation, à créer de l'économie circulaire, à impliquer, les ONG locales, plus locales, à impliquer aussi, les communautés d'accueil, à leur permettre de cultiver la terre, d'échanger des bonnes pratiques, en fait. Parce que souvent, par exemple, prenons la situation au Tchad, ce sont des terres, qui nécessitent, une culture particulière parce qu'elles sont arides. Or, nous avons des techniques aujourd'hui en Europe, développées par l'Occident qui permettent de compenser la sécheresse des sols et donc, en développant, la nouvelle technologie, en impliquant le secteur privé, en travaillant sur l'économie circulaire et la localisation et en ouvrant aussi peut-être, la responsabilité à d'autres États. Il n'y a pas que les États membres de l'Union européenne, il y a aussi peut-être la Chine demain, qui peut devenir un acteur. L'Inde, les pays arabes peuvent, mieux contribuer aussi à l'aide humanitaire. En mettant tout ça ensemble, je suis sûre que nous pouvons transformer ces crises en une formidable opportunité de travailler mieux et de travailler sur plus de résilience aussi des communautés qui doivent fuir comme les communautés d'accueil. Vous savez, c'est pas tellement, je pense, une question de background, c'est une question d'état d'esprit. Quand on comprend la puissance, la force de la communication, on comprend, que c'est en fait au cœur de toute forme de politique ou d'accord, au cœur de la diplomatie, au cœur de tout projet, en fait. Si on ne le communique pas correctement, ça peut pas marcher. Et si on communique pas, même dans un couple, ça peut pas marcher. Si on communique pas avec son voisin, on peut pas avoir de bon voisinage. Et si on a une vision pour un projet de société, il faut avant tout écouter, poser des questions et ensuite bien communiquer pour qu'il n'y ait pas de malentendus et pour que tout le monde se sente partie prenante de ce projet. Et donc, c'est peut-être les bases de journalisme, c'était peut-être en moi avant même que je sois journaliste, peut-être que tout cela est lié, parce que je pense que c'est nécessaire. Si l'Union européenne aujourd'hui peut paraître un petit peu parfois distante, difficile à comprendre, à cerner, c'est parce qu'elle est au cœur aussi de 27 États membres et au cœur de ces 27 États membres, il y a la communication, le dialogue. Tout est basé sur le goodwill, sur la volonté politique, l'envie, de faire société ensemble et pour ça, ben, il faut, discuter, il faut se parler. Qu'est-ce qu'un Espagnol a en commun, par exemple, avec, un Lituanien? Ou un Finlandais, pas grand-chose. Mais ce projet européen nous rassemble. Nous sommes très différents, nous sommes divers et en même temps, on est tous ensemble mus par un projet de société que nous avons envie, de mettre nos citoyens en sécurité, de partager les mêmes valeurs, de les défendre et c'est un projet qui marche, qui est, successful, on pourrait dire en anglais, puisque nous avons une dizaine de pays qui veulent entrer dans cette union. Alors on peut dire qu'elle est complexe, oui, on peut dire qu'elle peut avancer un peu plus vite, mais j'ai envie de dire quel magnifique projet aussi et j'ai envie de dire aux citoyens
Faites-vous entendre. Nous sommes là aussi pour vous écouter, pour vous impliquer. L'Union européenne intervient dans chaque jour de votre vie, dans, par exemple, la monnaie que nous échangeons au sein de cette Union européenne qui est partout la même. Quel formidable projet! Moi, j'ai connu une époque quand même où il fallait changer, où avant de se rendre chez le voisin à 200 kilomètres et parfois si on habitait à la frontière à 10 kilomètres, il fallait changer, payer des taxes et cetera, perdre de l'argent. Là, maintenant, depuis des années quand même, on a tous ce formidable euro. Alors on peut dire: «C'est quand même pas terrible» et cetera, critiquer, se plaindre, mais faisons-le, mais pour l'améliorer alors, pour améliorer encore ce projet. L'Europe, c'est un projet de paix, c'est un projet de prospérité et pour cela, il faut la sécurité et quand on est en sécurité, on est libre et on est là pour construire aussi, une société plus égalitaire, où chacun peut être libre de ses choix et imaginez un instant qu'il y ait le feu dans votre jardin. Vous sortez au bout de votre jardin, mais en fait, vous vous rendez compte que la forêt, au fond de votre jardin peut-être, si vous avez cette chance-là, est en feu. Et vous avez des Canadair, des avions qui arrivent des 4 coins de l'Union européenne pour éteindre ce feu. Est-ce que c'est pas formidable? Imaginez qu'il y ait encore une pandémie et que nous sommes capables, dans l'état actuel des choses, de répondre avec la création d'un vaccin en un temps record, avec déjà des masques qui sont aujourd'hui stockés dans des endroits stratégiques, avec toute une série de batteries qui permettent même de détecter ce risque avant même qu'il n'arrive. Et on sauve votre grand-mère, votre mère, votre enfant, votre vie. Je pense que c'est ça l'Union européenne. Elle l'a prouvé dans le passé et elle le prouvera à l'avenir encore et elle le prouve tous les jours.